Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à ma chaîne. Comme vous vous rendez compte, nous sommes bien dehors. Nous avons voulu continuer dans cette série de tournage à l'extérieur. Et profitant du soleil et de la température un peu élevée, nous voulons aujourd'hui faire la suite à ce que nous avons commencé il y a un moment. Ça veut dire que le parcours d'un immigrant au Canada. Donc nous avons fait des suggestions de cette thématique parce que nous voulions rencontrer notre propre parcours et partager avec vous votre parcours, quoi. C'est-à-dire que vous essayez de contribuer à édifier la communauté africaine et particulièrement francophone au Canada. Parce que comme vous allez le voir en titre, c'est un difficile parcours d'intégration des Africains en général et des francophones en particulier au Canada. Et cela pour plusieurs raisons. Les Africains francophones ont de la peine à s'intégrer en Amérique du Nord. Il ne faut pas crier avant le temps, je vais donner des raisons. On va dire non, il y a des gens qui sont déjà bien installés, mais ce sont quand même dans la majorité les exceptions qui confirment la règle. Sinon, c'est dans cette communauté qu'on a aussi beaucoup d'extrêmes, beaucoup d'échecs. Et au regard des événements récents, on peut se rendre compte que c'est un échec. Donc, qu'est-ce qui fait que les Africains en général ont de la peine à s'intégrer en Amérique du Nord et particulièrement les francophones? Nous allons partir d'abord du cadre africain. Et là, nous allons prendre deux raisons. Nous allons partir du cadre africain et voir le cas spécifique des francophones. Donc, si vous voulez savoir en détail, installez-vous confortablement. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos et surtout pour revoir la vidéo précédente que nous avons fait sur l'immigration africaine en Amérique du Nord. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous dans un instant. Et des francophones en particulier. Or, cette collaboration est nécessaire pour qu'on puisse construire ensemble une communauté assez forte. Donc aujourd'hui, je veux parler de la difficile intégration des Africains en Amérique du Nord et particulièrement des francophones. Cela est dû à plusieurs raisons. La première raison, nous situons dans le cadre de l'Amérique du Nord, est d'abord le point d'origine. Nous venons donc tous de l'Afrique. Nous venons de l'Afrique. Et l'Afrique est un continent un peu exceptionnel de par la taille, de par la culture ou la civilisation qui a cours là-bas. S'il veut dire la culture au niveau traditionnel et même sur le plan moderne, sur le plan administratif, les démarches ou les comportements ne sont pas les mêmes. Et ce qui fait que quand des Africains arrivent en Amérique du Nord, ils viennent avec tous ces bagages-là. Ce bagage traditionnel, culturel qu'ils ont déjà en eux, aussi le continent africain, et sur lequel est venu se superposer je ne sais pas, un vernis d'occidentalisation. On ne va pas appeler ça de modernité, mais un vernis d'occidentalisation sur lequel l'administration, effectivement, s'appesantit pour les gérer individuellement et pour les gérer collectivement. Or, lorsque vous arrivez donc en Amérique du Nord, il y a ces chocs de culture. Il y a ces chocs, non pas seulement au niveau culturel, mais il y a également ces chocs au niveau administratif. Parce qu'en partant de l'Afrique, nous partons dans un contexte où l'administration est encore tatillonne depuis plus de 50 ans. Et même sur le plan de l'expression des libertés, on trouve qu'il y a encore beaucoup d'entorses à la démocratie. Or, quand il faut arriver en Amérique du Nord où la démocratie est déjà bien assise, où des lois sont déjà bien prévues pour fonctionner, les Africains ont l'air d'être un peu désemparés. Et beaucoup vont se dire, dans l'ensemble, dans ce contexte africain global, beaucoup immigrent ici pour des raisons économiques. Donc ils cherchent un asile économique, ils cherchent un exutoire pour pouvoir avoir une meilleure condition de vie que celle qui vivait déjà en Afrique. Pour eux et pour leurs progénitures, ça veut dire qu'ils viennent ici pour payer l'avenir de la femme et des enfants. Il faut bien qu'on se comprenne. Pour payer l'avenir des femmes et des enfants.
Donc, les autres aspects les tiennent très peu. Donc, on est omnibulé par le travail, par le salariat, qui va nous ramener un peu de subsides financiers pour soit rentrer au pays, pour soit améliorer son confort ici. Donc, rentrer en Afrique, généralement, c'est pour dire qu'on a réussi. C'est-à-dire se faire construire une maison en Afrique, c'est pour dire qu'on a réussi. Aider les frères, aider les sœurs, aider la famille, c'est pour montrer qu'on a réussi. Sinon, quand nous arrivons ici, on pense qu'il n'y a que le travail, le salariat qui peut nous rendre mieux, qui peut nous rendre heureux. Ça pourrait être un départ, mais ce ne doit pas être la finalité. Parce que contrairement à la culture de l'Amérique du Nord, être riche ne passe pas par le salariat. Être riche ne passe pas par le salariat. Au contraire, les personnes qui ont un confort matériel ou financier important ne font pas dans le salariat. Ils ne font pas dans le salariat, ils font dans l'entreprise. Ils font dans le business personnel, dans l'industrie. C'est un peu ça qui est intéressant ici. Donc on est ici dans l'Amérique du Nord, dans une culture d'entreprise. Vous voyez donc en général, les Africains, ils ont grandi avec l'idée d'aller à l'école occidentale et de se trouver un emploi, le meilleur emploi qui soit dans leur pays, à travers la fonction publique. Donc être dans la fonction publique et posséder un matricule, ça vous garantit un avenir mieux que la plupart des gens, parce que là, entrer dans la fonction n'est pas aisé. Or, quand vous pensez immigrer en Amérique du Nord, il faut déjà savoir que la fonction publique n'est pas déjà très absorbante. Elle n'absorbe pas assez le salariat ou n'intéresse pas tellement les individus pour être salariés. Donc voilà déjà une première différence qu'il faudrait noter. Donc c'est dans cette approche entre le salariat et l'entrepreneuriat. Donc les Africains sont encore trop accrochés au salariat. Donc ils cherchent à se faire payer leur temps de travail. Or, il y a des opportunités à côté qu'ils oublient. Donc nous aimerions par ces moments d'échange inviter les Africains, ceux qui sont déjà en chemin ou ceux qui voudraient venir ici, d'arriver ici avec un esprit ouvert pour pouvoir captiver ou capter toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à eux dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est ça qui est important. Donc voilà donc un élément fondamental global qui nous perturbe ici. Si on part maintenant dans un point de vue particulier des francophones, on va se rendre compte que les francophones ont encore un pas en deçà de la moyenne globale des Africains dominés par les anglo-saxons. Les anglo-saxons ont peut-être une culture de business, mais jusque-là, il faut travailler dur pour gagner dur. Donc, ils font du business, mais ils font de l'entrepreneuriat ici, mais c'est encore limité. L'essentiel encore travaille pour le salariat. L'essentiel encore sont des salariés. Donc, ils ont un ou deux boulots, il faut travailler dur pour amasser assez d'argent et pour pouvoir rentrer au pays. Donc, voilà ce qu'il y a. Or, les francophones, comme ils n'ont pas la culture d'entreprise déjà dès l'Afrique, quand ils arrivent ici, malheureusement, c'est le salariat qui les tient à cœur. D'eux qui pensent entrer dans la fonction publique, c'est où ils pensent y croiser les bras, ils travaillent bien, ils pensent finir leur carrière en étant salariés de la fonction publique pour mieux préparer leur retraite. Voilà donc une certaine différence, une certaine nuance qu'il faudrait noter déjà. Donc, je vous interpelle à regarder ce sujet. Si vous êtes d'accord avec ce point de vue, ben, vous mettez un pouce. Mais si vous n'êtes pas d'accord, faites le pouce inverse. Ça nous enchanterait de revoir un peu nos éléments, notre argumentation, si ça tient la route ou pas. Et mettez aussi des commentaires avec lesquels on pourrait échanger, ce qui pourra aider ceux de nos abonnés, que je salue particulièrement le courage de s'être engagés à soutenir notre chaîne. Donc, voilà les premiers éléments qu'il faudrait noter. Et maintenant, lorsque nous arrivons sur un plan un peu plus social, ça c'est sur un plan économique, nous arrivons sur un plan plus social, la société africaine et la société canadienne et la société nord-américaine, c'est très différent. On n'a pas les mêmes valeurs. Les valeurs, la hiérarchie des valeurs qu'on a en Afrique, en Amérique du Nord, ces valeurs sont inversées. Je m'explique. Les valeurs qu'on a en Afrique,
qui ont un sens pyramidal. Ici, la pyramide est plutôt inversée. Et les éléments qui étaient en hauteur se trouvent en deçà et vice-versa en Amérique. Je veux prendre un cas pour bien expliquer cela. Quand nous sommes en Afrique, la hiérarchie sociale voudrait que au-dessus de la hiérarchie, au-dessus de la pyramide, on a l'homme. Après l'homme, c'est la femme. Après la femme, c'est les enfants. Après les enfants, maintenant, ça peut être les autres, les animaux ou les plantes. Ça, voilà le vrac. Donc, voilà comment est fait la hiérarchie. Mais lorsque vous venez en Amérique du Nord, la hiérarchie est plutôt inversée. Et cela va dans le sens inverse, comme je le disais tantôt. Donc, au sommet de la pyramide, on a plutôt les animaux. Et particulièrement les animaux de compagnie. Donc, les chiens, les chats sont protégés à tous les niveaux. Ils ont tous les droits qu'il faut leur accorder. Au second niveau, on a les enfants. La protection des enfants ici est très extrême. Et prenant ce cas, puisque c'est également une valeur en Afrique, on va vous dire ici, beaucoup de femmes arrivent ici et commencent à remettre en question ou en cause l'idée encore d'une natalité. Dès qu'elle a 2 enfants, elle estime que ça suffit. Dès qu'elle a 3, c'est le pire. Elle ne voudrait même plus continuer. Et celles qui arrivent avec un enfant font un deuxième et c'est tout. Et bien sont nombreuses celles qui ne veulent plus faire d'enfants. Parce que le cadre social pour élever un enfant ne tient plus. Il y a beaucoup d'exigences pour s'occuper de l'enfant. L'enfant n'est plus l'enfant de la société globale comme en Afrique. L'enfant devient principalement une affaire de famille d'abord, puis de l'école en plus. Et l'école là va couper les liens entre la famille et l'administration. Donc ici en Amérique du Nord, on a les animaux, on a les enfants, on a les femmes. Et au bas de la pyramide, l'homme qui était en haut en Afrique se trouve au plus bas niveau. Donc l'homme est le marchepied de tous ceux qui sont au-dessus de lui là. Il n'a que des devoirs, il n'a plus aucun droit. Et face à tous ceux qui sont au-dessus de lui là, toute altercation les rendrait perdants. Il ne faudrait pas s'y rendre compte. Pour ceux qui sont en train d'arriver, il est important qu'ils le sachent avant d'arriver. Moi, j'ai eu la chance de savoir cela avant d'arriver, vu mes nombreux contacts que j'avais déjà sur place. Tant qu'au niveau de la grande famille élargie, qu'au niveau professionnel. Donc j'ai eu bien des gens qui sont arrivés ici et qui m'ont préparé à cela. Donc je savais en arrivant que, de un, le rôle de l'homme n'est plus prééminent ici. Que c'est la femme qui détient les droits dans la famille, tous les droits. Et donc pour cela, j'étais préparé. Et nous allons arriver donc à un autre niveau et c'est ça qui est important de comprendre. Donc si vous êtes d'accord avec ce deuxième argument, vous mettez le pouce. Si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez le pouce inverse, mais il faudrait également justifier pour qu'on puisse s'enrichir, construire une communauté qui s'enrichit de l'intérieur. Donc voilà. Maintenant, voilà pour les premiers éléments que nous pouvons donner. Si vous ne respectez pas cela, il est sûr que vous allez passer à la trappe. Et c'est ceci qui va constituer de nombreux conflits. Tout à l'heure, je parlais de l'immigration du point de vue administratif. Et là, c'est très important. Nous ne nous intéressons pas tellement en Afrique à la constitution, aux lois et aux décrets publiés au jour le jour. Parce que souvent, ces constitutions, ces lois ne sont jamais respectées. Ils ne sont jamais respectés, tant du niveau de la présidente de la République que des ministres ou des administrateurs locaux. Personne ne respecte ces lois. Chacun l'utilise à son gré. Et dans son petit coin, il peut tordre le cou à la loi et faire ce qui lui semble intéressant. Or, ici en Amérique du Nord, on arrive dans une société étant déjà calibrée juridiquement. Donc, l'individu n'a pas trop de choix à ce qu'il va faire. Si en Afrique, on avait le choix de faire et de ne pas se faire attraper, de faire ce qu'on a à faire et de ne pas se faire attraper, ici en Amérique du Nord, ce serait très difficile d'aller à la marche et de ne pas se faire attraper. Au contraire, la sanction sera plus rude. Donc, il faudrait qu'on essaye, quand on arrive en Amérique du Nord, de savoir que les lois sont déjà prévues pour gérer toutes les situations dont vous avez besoin. La seule chose qu'il y a à faire pour l'Africain, c'est d'arriver ici et de s'inspirer des lois. Quelles sont les lois qui régissent la société en général? Quelles sont les lois qui régissent l'individu?
Mais comme tout le monde ne peut pas rentrer à l'école pour apprendre les lois, et on dit bien nul n'est censé connaître ignorer la loi, je pense, pour ma part, et c'est depuis peu, et j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, il faudrait se faire assister par des juristes. Donc il faudrait prendre une protection juridique qui vous permettra de poser toutes les questions dont vous avez besoin, dont vous ignorez, de pouvoir réfléchir avant de prendre un engagement avec votre conseil. C'est ce que je fais depuis peu. Dès que j'ai une question qui me passe par la tête, j'appelle mon avocat pour lui demander ce qu'il y a lieu de faire, pour me demander comment est-ce qu'on peut se comporter dans ce genre de situation. Il me dit, si tu veux porter plainte, voilà les éléments qu'il faut ajouter. Et si tu veux te défendre, voilà ce qu'il faut préparer. Voilà les évidences qu'il faut nous apporter. Donc, ceci, c'est très important de connaître le système de loi, le système juridique qui gère les hommes ici en Amérique du Nord. Donc, voilà une situation sur laquelle j'interpelle les frères africains en général et particulièrement les francophones. Si les anglophones, dans leur système de business, peuvent s'en sortir, les francophones ont de la peine d'abord parce que nous sommes dans un contexte anglo-saxon, où c'est l'anglais qui est dominant. Quoi qu'on parle le français au Nouveau-Brunswick et au Québec, mais l'esprit des lois ici, il est anglo-saxon. Ils parlent français, mais le système fondamentalement d'organisation de la société est basé sur le modèle anglo-saxon, sur le modèle américain. Donc voilà ce que j'avais à dire là sur ces points. Il faudrait qu'on apprenne à comprendre la culture de l'Amérique du Nord, qui est différente de la culture africaine, qu'on apprenne à comprendre l'administration, le système administratif dominant ici, et qu'on comprenne le système des lois. Bon, ça c'est pour les adultes. Il en va de même maintenant pour les enfants et pour les femmes. Les femmes sont essentiellement très assistées ici, à qui on promet tout. D'ailleurs, que ce n'est pas elles qu'on passe la plupart du temps pour essayer de fragiliser les familles africaines ou d'attaquer la famille dans ce qu'elle a de fondamental. Et on trouve donc la conséquence des conflits entre les hommes et les femmes, le fait que les hommes sont toujours en situation de stress, ils n'ont aucun droit et doivent payer tout pour les autres. Donc voilà ce qu'il y a à dire là-dessus. Et les femmes prennent les lois ici à corps défendant. Donc elles fonctionnent toutes les lois qui sont à leur disposition, d'autant plus qu'elles sont rapidement informées sur la situation, parce qu'on pense qu'elles sont opprimées en Afrique et qu'il faudrait qu'on leur donne l'occasion de se libérer rapidement du joug des hommes, ce qui n'est pas le cas. Donc pour les hommes, faisons un effort de savoir nous ajuster le plus rapidement possible. Plus c'est tôt, plus c'est bon. Comme ça, on passera le temps à gérer la suite. Donc, ne traînons pas beaucoup n'ayons pas des piliers sur lesquels on est accroché solidement en estimant qu'on va faire prévaloir sa qualité d'homme. Ici, en Amérique du Nord, ça n'a pas tellement sa place. Et au contraire, la loi réprime bien cela. Donc, on nous connaît bien pour cela. Bon, enfin, pour généraliser, nous partons de l'Afrique, dans un continent qui est essentiellement noir, pour venir dans un continent qui est essentiellement blanc, ou des Premières Nations. Donc, il faut tenir compte de ta race. C'est très important ici en Amérique du Nord. Et les récents événements nous montrent comment les Noirs sont maltraités ici. Et c'est eux-mêmes qui se laissent parfois aussi maltraiter parce qu'ils ne veulent pas maîtriser les méandres de la loi. Les autorités, le sachant, n'hésitent pas à faire des abus. Nous allons appeler ça des abus. Maintenant que les abus sont commis sur les Noirs, il n'y a pas de problème. L'administration peut fermer les yeux, d'autant plus qu'elle s'en protège. Mais quand se former contre une autre communauté, ça devient plus difficile. Je ne voudrais pas être assez long. Voilà les arguments que j'ai avancés. Si vous avez d'autres arguments, vous les mettez en bas de commentaires. Si vous aviez été d'accord avec moi, vous mettez un pouce. Si vous n'avez pas été d'accord, vous mettez un pouce contraire. C'est aussi intéressant de savoir qu'il y a des gens qui ne partagent pas cet avis-là. Et ça peut nous amener à chercher à travailler davantage. Donc, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout laissez-nous des commentaires et on saura comment améliorer dans les prochaines versions ou soulever des thématiques nouvelles. À bientôt.